parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Merci de nous rejoindre. Nous sommes au Café Français et merci à Jean-Luc Benabias d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Vous avez été député européen, vous avez été membre du MoDem, vous êtes président du Front démocrate. Oui. Beaucoup de Français vous ont découvert ou redécouvert par la primaire de gauche. Adolescent ou enfant même, qu'est-ce qui fait l'engagement ? Qu'est-ce qui structure cette volonté de s'engager ? Bon. J'ai des parents, ou j'avais par rapport à mon père, des parents politisés. Pas hyperactifs, mais politisés. Mais on parle politique à la maison. On parle politique à la maison. J'ai un exemple. Quand Gesmar, Sauvageau et Cohn-Bendit en 68 passent à la télé, ce qui était historique. À l'époque, il y avait très peu de chaînes et on ne laissait pas la liberté, comme aujourd'hui, de ceux qui s'opposaient de passer à la télévision. On regarde ça en famille. Alors évidemment, moi je dois avoir 68, 14 ans, je tombe sous le charme de Danny Cohn-Bendit, que j'ai bien connu plus tard, relativement plus dans les années 70. Et après, évidemment. Là, je tombe dedans. Et donc, à ce niveau-là, c'est pas quelque chose. Je ne suis pas en dissidence, ce qui peut arriver par rapport à des adolescents, avec la famille. Je suis en. Voilà, mais on pourrait être clair, mais on va définir ça rapidement. Mes parents sont rocardiens de l'époque. Et d'ailleurs, ma première adhésion à l'époque. C'est le PSU. C'est le PSU. Ouais. Pas parce que c'est mes parents, mais parce que c'est le truc le plus simple, sans être en dissidence. Je suis gauchiste et je l'assume totalement encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je passe ma vie. Un gauchiste modéré, du coup. Non, pas vraiment modéré. Mais non, mais dans les choix politiques. Après, oui. Mais pendant ces années-là, je passe ma. Bon, pour être simple, entre 72, 73 et 77, je pense que je fais 3 manifestations par semaine, au moins. Elles ne sont pas toutes... Pas toutes modérées, non. Elles ne sont pas toutes modérées. Vous avez été scout adolescent, ça vous a structuré ? Complètement. Ouais. Ça va de pair. Ouais. J'ai été éclaireur unioniste, c'est-à-dire... Oui, scout laïque, hein. Non. Non, je pouvais très bien être éclaireur de France, c'était très comparable, mais l'éclaireur unioniste, c'est issu du protestantisme. C'est protestant. Dès l'âge de 7 ans, je suis louveteau, machin, j'y passe un temps, je suis très content, c'est génial, on a été copains, c'est fantastique. Après, adolescent, éclaireur, heureusement que 68 passe par là. C'est-à-dire le côté... Il y a un bouleversement qui existe chez les laïcs et chez les protestants en partie, qui est le bouleversement de 68. Tout d'un coup, on devient vraiment un mouvement d'éducation populaire au sens progressiste du terme. Et heureusement, sinon je pense que j'aurais pas tenu. Et là, toute ma formation de responsable, citoyen responsable, vient de là, en très très grande partie. Et le fait d'être hyper actif au niveau politique, et puis après... Je tombe dans le journalisme de la même manière, puisque le journal auquel je participe, qui s'appelle Antirouille, est issu de cette fédération des éclaireurs unionistes. Ça ne se sait pas, parce qu'on très vite, on quitte avec leur accord cette fédération, et on fait un journal professionnel au fur et à mesure. Vous entrez dans le journalisme, pas par l'école du journalisme, mais par l'école de l'engagement. Exactement. Comme j'entends le journalisme à 19 ans, je fais après le CFPJ dans les années 80, un petit peu quand même pour me former notamment à la radio, à l'exercice radiophonique, mais là on rentre dedans et c'est faire un journal pendant 5 ans qui était un gros journal pour jeunes. On en vendait 30 000, donc c'est quand même pas mal. Et on était prégnant sur l'ensemble des lycées, des lycées d'apprentissage aussi, chez les apprentis. Chez les 15-25 ans, on était... tout ça se lance en même temps que Rock and Folk, d'autres journaux, Fluide Glacial d'ailleurs aussi, Alternative Économique aussi. C'est des années productives de ce genre de titres. Et on baigne dedans. Alors là, on ne travaillait pas 35 heures. Hein. On était à 70, 80. Mais en même temps, c'était un journal engagé. Donc j'étais en même temps toujours militant.
On peut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas les fondements de l'engagement de ce journal autour de la justice sociale. C'est autour de l'intelligence. Les jeunes très vite ont un cerveau. Et ce cerveau, ils peuvent l'utiliser. Et puis c'est d'une époque, moi je le reconnais, je savais déjà à l'époque, parce que je suis quand même un féru d'histoire, que l'époque qu'on vivait, les années 70, post-68 pour les gamins que nous étions, était quand même absolument historique dans l'hégémonie culturelle que la gauche de la gauche, les gauchistes, ou ce qu'on appelait aussi les extrêmes gauches, avaient une emprise sur la jeunesse qui n'était pas spécialement, c'était pas normal au sens de tant de jeunes engagés politiquement, des dizaines de milliers de jeunes engagés politiquement. Enfin, on voit ça. Alors du coup, avec ce recul, comment vous jugez la situation présente de l'engagement des jeunes aujourd'hui par rapport à ces années-là? Quand on voit la présidentielle d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gamins, j'appelle ça des gamins, c'est pas péjoratif, sont quand même très engagés. Vous regardez le meeting de Benoît Hamon dimanche, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, il y avait des milliers de jeunes. Bon, malheureusement, mais c'est la vie aussi, quand vous voyez le nombre de jeunes qui sont engagés autour de Marine Le Pen, il y en a pas mal. Je pense que Mélenchon en a aussi. Quand on regarde les abstentionnistes, beaucoup de jeunes s'abstiennent. Oui, mais ça, c'est pas très nouveau. Des corps électoraux, c'est pas très nouveau. Je comprends, moi, qu'ils aient du mal à appréhender une société, je vous l'ai dit, pour moi, la Ve République est en fin de vie. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Qu'est-ce que les hommes et les femmes politiques, qu'est-ce qu'ils montrent? Est-ce que les choses bougent suffisamment vite? Est-ce que la parole donnée se vérifie dans les actes? Vous avez répondu. Oui, c'est ça, merci. Alors, question-réponse, vous avez fait des études d'histoire. Quel est le personnage de l'histoire de France qui vous a marqué le plus, qui vous marque le plus Élisée Reclus. Vous avez le droit d'expliquer. Je suis historien, mais vous avez le droit d'expliquer. Qui est Élisée Reclus? Élisée Reclus, c'est un grand géographe. Le géographe qui a, dans les années au XIXe siècle, fait 18 tomes sur la nouvelle géographie universelle. À la fois, c'est l'inventeur en partie de la géopolitique. Et à la fois, il a une vie incroyable puisqu'il est fils de pasteur. Son père l'envoie faire des études de théologie en Allemagne, donc au milieu du 19e. Puis, en fait, c'est une grande famille de 11 enfants, ils deviennent quasiment tous anarchistes. Et c'est un précurseur, c'est lui qui a, pour moi, cette phrase magnifique, mais qui est vraiment incompréhensible d'une utopie énorme, qui est « l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre », ce que je crois fondamentalement. Alors c'est une utopie, me semble-t-il, relativement peu réalisable, mais c'est l'inverse même de la signification qu'on donne aujourd'hui au mot anarchie, qui serait comparable au bordel, au désordre. Or, cet homme a écrit vraiment 18 tomes sur la géographie, mais aussi, pour ceux qui veulent lire facilement, l'histoire d'un ruisseau et l'histoire d'une montagne. C'est 2 petits livres qu'il a écrits, qui sont des livres extrêmement aisés à lire, qui mélangent à la fois un regard humaniste total, et c'est de la poésie. Je ne suis pas très poète, hein, mais voilà. Du coup, vous avez répondu aussi à la question sur le livre préféré, donc c'est très bien. Oui, L'évolution majeure du temps qui vous préoccupe le plus? Depuis que je suis devenu écolo, c'est-à-dire depuis très très longtemps même. La dégradation générale. L'exemple que je donne souvent, c'est je vivais sur les bords de Marne. Et quand je suis petit, je me baigne dedans. Il y avait encore des piscines sur les bords de Marne, à Joinville, à Champigny. Nogent, ouais. Et alors, je pense qu'elle était déjà assez sale, l'eau, mais on se baignait encore. Et l'idée même qu'on pouvait utiliser une rivière comme poubelle me paraissait être une idée assez bizarre. Votre raison d'espérer? Là, je suis très gramscien. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. La raison, toute la raison, et encore plus en ce moment, espace guerrier, Poutine, Trump, des populistes dans tous les sens, une extrême droite trop puissante, ça ne faisait pas vraiment de raison d'espérer. L'engagement, le fait qu'il y a y croire quand même. Ouais. Suffisamment de gens qui pensent et qui pensent que l'humanisme est la chose la plus à partager le mieux possible. Si vous aviez une double nationalité, laquelle?
Bon, je vais vous dire grec, mes origines étant grecques. Et votre mot préféré? On termine sur le mot préféré. Solidarité. Solidarité. Enfin, on ne termine pas exactement sur ce mot, mais sur une question d'un étudiant ou d'une étudiante. Ah voilà. Bonjour Monsieur Benamias, je m'appelle Lucille, je suis en mention complémentaire maquette et prototype. Vous avez appartenu au MoDem et par conséquent été proche de François Bayrou. De la position qui est la vôtre actuellement, quel regard portez-vous sur le rapprochement Bayrou-Macron? Ça m'a surpris énormément. J'étais de ceux, mais comme tout le monde s'est trompé, qui pensaient que François Bayrou ne pourrait pas faire autre chose que se présenter. Son ADN, tout son ADN est là-dessus. Alors c'est à la fois courageux, mais je retiens quand même de ce que disait François Bayrou de M. Emmanuel Macron, quelques semaines avant, qui était quand même pas très 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 gentil ni très positif. Voilà. Donc je trouve que c'est un choix courageux. Il se remet dans cette aventure avec Emmanuel Macron. J'ai du mal à penser que tous ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron, et il y en a encore d'autres tous les jours, arriveront à formuler réellement un mouvement d'avenir avec autant de gens. Moi, je défends la même chose sur ce que j'appelais l'arc progressiste pendant la primaire, mais pas dans la même formation, parce que ce que je défends, c'est des formations différentes, faisant des compositions, comme en Allemagne, c'est-à-dire des coalitions. Et là, la coalition elle est interne. On va voir combien de temps ça tient. Oui, mais politiquement, vous n'y croyez pas? J'ai du mal à voir comment autant de crocodiles dans le même marigot. En revanche, vous soutenez Benoît Hamon. Oui, parce que j'ai fait la primaire. Et vous... Oui, enfin, certains ont fait la primaire et ne le soutiennent pas. Oui, mais ça, c'est pas très logique. Regardez, je prends l'exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous croyez qu'elle est très contente de soutenir François Fillon? Elle a fait la primaire. Elle fait... Voilà. Après, j'ai pas beaucoup de difficultés à soutenir Benoît Hamon, ça c'est vrai. Je dis pas qu'il va l'emporter, j'en sais rien, on verra bien. Combien, à votre avis, il a des chances d'être au deuxième tour? Non, pour l'instant... Vous savez, j'essaye de faire comme beaucoup d'analystes, de politologues, de journalistes en ce moment, de ne plus faire de prévisions, parce que toutes celles qu'on a fait depuis 6 mois à 1 an, on s'est tous plantés. Alors, ces chances, tout le monde voit bien qu'elles sont assez faibles. Mais, dans cette élection présidentielle très surprenante, on ne sait jamais. Merci Jean-Luc Benamias Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à quelques jours du premier tour des présidentielles. N'oubliez pas d'aller voter. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,